Alors on va recommencer, on a pris que 5 minutes de retard, on fait mieux que ce matin, donc c'est très bien, bravo à tous. J'espère que vous avez bien mangé. Donc on est pour cette deuxième partie de la journée en plénière, donc dans un seul amphi. Et on va faire une petite intro parce qu'on voulait vous présenter quelques partenaires et également vous parler du pôle Hunter. Et puis ensuite, on aura une plénière d'Étienne de Roquigny qui va nous rejoindre. Et après, on repassera sur la partie session avec encore 2 sessions de plusieurs talks jusqu'à 18h30 à peu près. Donc, pour commencer cette plénière, je remercie de nouveau notre sponsor Avisia qui sponsorise donc du coup cet amphi et qui a pris la parole ce matin avec Anne Aumont et que vous pourrez retrouver au stand en bas. Et je vais tout de suite donner la parole à Julien, donc, qui est le président du pôle de compétitivité Hunter et qui va vous présenter un petit peu la structure, les événements, et puis après on reprendra la parole avec Pierre-Étienne. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Donc, moi, je suis Julien Anselme, je suis président du pôle de compétitivité Hunter. Je suis ravi de voir aujourd'hui tout d'abord cet événement. J'espère que vous prenez autant de plaisir que moi à écouter les différentes interventions, plénières, tables rondes, etc. Alors, on m'a demandé de faire assez concis et de vous présenter ce que c'était que le pôle de compétitivité Hunter en 2 slides. Alors, vous m'excuserez par avance de la complexité des 2 slides. Tout d'abord, un petit rappel historique sur l'origine de ce pôle de compétitivité. L'initiative a été lancée il y a maintenant 2 ans avec un travail de préconfiguration qui a vraiment travaillé sur le fond pour réussir à avoir une labellisation officielle de l'État en mars 2023. Et le pôle a mis à peu près 1 an pour se lancer officiellement en juillet 2024 avec un premier bureau de transition avant la fusion des 2 entités qui ont constitué Hunter, qui était Digital Aquitaine, ceux qui organisaient avant l'événement Data Aquitaine d'aujourd'hui, et Naos, qui est une association dédiée aux technologies libres. Ce premier bureau a fait place en janvier à un nouveau bureau où nous avons été élus, dont je fais partie. Ce bureau a pour mission, il est chargé de mettre en œuvre d'un point de vue opérationnel le pôle de compétitivité. C'est un bureau qui va être court, qui a un mandat que de 1 an. Et donc, on est vraiment sur un rush pour faire émerger ce pôle. Donc, le rush, ça concerne bien évidemment tout ce qui tourne autour de la structuration des équipes, de l'équilibre financier, de la structure, de la feuille de route, l'intégration maintenant opérationnelle des fusions des 2 structures, différentes entités qu'il faut mettre en place, comme le comité d'orientation scientifique, et comme vous le voyez sur la partie qui est à ma gauche, ce pôle a une particularité, c'est que c'est le premier pôle de compétitivité à mission de France. Chaque pôle de compétitivité que vous avez en France sont tous un peu techniquement thématisés. Vous avez Aerospace Valley sur l'aéronautique, vous avez celui de la route des lasers sur les lasers, le pôle image et réseau, etc. Nous, on est un pôle sur le numérique responsable. Et la raison d'être du pôle, je vous laisse la lire, c'est de développer par l'innovation un numérique responsable, c'est-à-dire sobre, durable, maîtrisé, inclusif et résilient. Sur la partie de droite, vous voyez que le conseil d'administration de Hunter est un conseil qui est assez large. 44 membres, c'est beaucoup pour un conseil d'administration. Ces 44 membres, vous avez 22 entreprises du territoire, ce qui est déjà assez significatif, 5 universités et 4 représentations des pouvoirs publics, que ce soit des collectivités locales ou d'autres entités. Nous avons un ancrage qui est assez diversifié sur le territoire. Vous voyez que la région Nouvelle-Aquitaine est assez bien représentée. On a des pôles qui sont un peu plus denses, par exemple sur la communauté d'agglomération de La Rochelle, celle de Pau, où il y a une vraie énergie autour du numérique responsable. Et puis on a une structure qui aujourd'hui démarre et qui représente aujourd'hui à peu près une centaine d'adhérents. Donc 100 adhérents, c'est déjà bien, mais c'est vraiment pas suffisant.
Donc s'il y en a parmi vous qui sont pas encore adhérents dans la salle, vous avez à l'accueil en bas toutes les équipes qui sont là et qui acceptent l'argent liquide, les TPE, les mandats, les virements pour que vous puissiez cotiser. Au centre, maintenant la partie un peu plus dure. Bon, on a vu sur les premières instances de gouvernance, conseil d'administration et bureau sont en place, comité de mission et comité d'orientation stratégique sont à venir. Mais surtout, ce qui vous intéresse aujourd'hui, c'est la feuille de route. Qu'est-ce que fait Hunter et comment travaille Hunter? Alors sur la feuille de route, on a bien évidemment un sujet qui va vous intéresser particulièrement, c'est qu'on a une logique de créer, elle est déjà en place, une usine à projets avec un comité de labellisation. Donc là, si vous avez aujourd'hui des projets autour du numérique responsable qui ont envie d'aller chercher du financement, n'hésitez pas à taper à la porte de Hunter. Vous avez des gens qui sont là pour vous accueillir, vous aider à monter ces dossiers, vous préparer pour les mettre en phase des financements. On a une offre de service aux adhérents qui va être à établir dans l'année. On démarre, on a démarré que depuis mi-janvier. Et puis, on va aller chercher quelques partenariats structurants. Alors, les partenariats structurants, ça va être principalement avec des entreprises, voire des grands groupes, voire des entités de l'écosystème numérique, parce qu'on a vocation à embarquer un peu tout le monde dans les écosystèmes numériques. On avait les anciens clusters, on a des associations comme le SPN, la Liptic, on a aussi les réseaux French Tech autour de nous. Tout ça, c'est des gens avec qui on va essayer de discuter, monter des partenariats pour leur mettre le pied à l'étrier sur le numérique responsable. Et puis, dernier volet, une animation du territoire. L'événement Data Aquitaine d'aujourd'hui en fait partie. C'est aussi une des missions que l'on se doit de porter l'acculturation sur le numérique responsable et de faire rayonner ce pôle, bien sûr sur notre territoire qui est la région Nouvelle-Aquitaine, mais au-delà aussi. Voilà. Deuxième slide. Celui-là, vous le voyez, il est extrêmement complexe, même plutôt un petit peu indigeste. L'idée qui est derrière, c'est de regarder dans les ambitions du pôle de compétitivité comment faire baisser l'empreinte du numérique tout en augmentant l'impact. Pour cela, alors je vous laisse lire la phrase, mais vous avez bien évidemment comment agir au sein de 7 C2R sur 4 leviers pour répondre à 8 défis, pour mieux produire, mieux vivre, mieux anticiper, mieux apprendre. Ce que ça veut dire tout ça, c'est qu'en fait, on a commencé par créer dans la préconfiguration ce qu'on appelle les C2R. Alors au-delà de l'acronyme, le C2R, c'est les centres de ressources responsables qui sont issus du travail de préconfiguration d'Inter et qui en fait tout simplement derrière regroupent les forces industrielles, les forces économiques, les forces académiques de notre territoire qui sont impliquées dans les enjeux d'innovation technologique du numérique responsable. En gros, c'est les forces que nous avons sur notre territoire qui ont été rethématisées. Alors, je vous laisse lire les termes. Il y en a un sur la cybersécurité, bien sûr en lien avec le cybercampus. On en a un C2R sur les données, les algorithmes et l'IA. C'est celui qui aujourd'hui est à la manœuvre. On en a un sur l'électronique, l'IoT, les infrastructures réseau, les data centers, la robotique, tout ce qui est simulation IHM cognitique et les technologies libres et ouvertes. N'oubliez pas qu'on a fusionné avec Naos. Sur les leviers, bien sûr, nos leviers d'action. Alors, la sobriété, l'éco-conception, la souveraineté, les notions de relocalisation, l'inclusion, l'utilité, l'évaluation de la mesure. C'est issu d'un travail qui dure depuis 2 ans, et la remarque que je me faisais en préparant cette présentation, c'était que sur les leviers, l'environnement international de ces dernières semaines, vous l'avez tous en tête, il nous rappelle encore plus à quel point les sujets de souveraineté, les sujets de relocalisation, de cybersécurité ou de résilience des infrastructures sont aujourd'hui à prendre avec le plus grand sérieux. Alors bien sûr, il y a toutes les thématiques, tous les leviers sont bons, mais aujourd'hui, on sent très bien une certaine, une certaine présence un peu accrue des actions autour de ces leviers-là. Ce qui veut dire quelque part que la démarche issue il y a 2 ans n'était pas complètement en dehors de la réalité des préoccupations politiques du monde actuel. Pardon. En complément, ces leviers et ces C2R sont là pour répondre à 8 défis. Alors, les 8 défis sont à proposer dans un axe de, bien évidemment, mieux produire, on est dans le numérique responsable, mieux vivre, mieux anticiper l'avenir, mieux se caler par rapport à notre futur, et aussi mieux apprendre, parce qu'on a une vocation pédagogique assez forte. Et sur les
thématiques, les défis sur lesquels on souhaite se positionner côté Hunter. Vous en avez un premier qui est sur l'usine durable décarbonée. Bien évidemment, tous les sujets de décarbonation sont au cœur de nos préoccupations. Les sujets d'agri-écologie. On a un territoire qui compose d'une certaine ruralité, et cette ruralité est en train de se moderniser au niveau de l'agriculture. Faut pas louper le coche. Les sujets peut-être un peu plus métropolitains, un peu plus urbains, sur la mobilité intelligente, des sujets assez divers de santé et de silver eco. À ce sujet-là, vous avez un événement qui a eu lieu lundi sur le groupe de travail santé, qui était assez éclairant, il s'est mis en marche. Des sujets autour du commerce, de la logistique du dernier kilomètre, et puis un sujet sur la préservation des ressources naturelles, bien sûr, mais il revient toujours, un sujet sur la prévention des risques climatiques. Et puis un volet un peu particulier, on ne sait pas encore honnêtement comment on va le mettre en œuvre, on a quelques idées, on aura le temps d'en reparler, mais un sur le numérique éducatif et sur comment acculturer les gens au numérique responsable. Voilà. Ces défis, ils sont pas sortis du chapeau comme ça. Ils sont issus de la convergence entre, d'un côté, les objectifs étatiques de France 2030, parce que Hunter est un pôle de compétitivité et qu'on avait déjà un premier cadre. Un deuxième prisme de convergence, les besoins de notre territoire régional. On s'est interrogé là aussi où étaient nos besoins. Et puis, bien évidemment, les spécificités des entreprises de notre écosystème néo-aquitain. Et la convergence de ces trois prismes, ces trois axes, nous a permis d'écrire ces 8 défis sur lesquels on souhaite se positionner. Alors bon, on est d'accord, ce cadre matriciel est un petit peu complexe, mais c'est dans ce cadre-là que Hunter va chercher à soutenir, à labelliser des projets, c'est une des principales actions de notre feuille de route, et à orienter ces projets vers des financements. Et puis derrière, on a tout un lot d'actions qui va être mis en œuvre à travers de ce qu'on appelle, nous, les groupes de travail, qui sont thématisés. Et le but de ces groupes de travail, ça va être de lancer des démarches collaboratives, bien évidemment, de favoriser les interactions entre les acteurs du territoire, et puis pour que tout ça, au-delà de l'animation qu'on fait, du côté un peu think tank de Hunter, des effets de club, des afterwork, etc., aller chercher quand même dans le dur des projets collaboratifs. Et l'idée qui est derrière, c'est d'aller chercher des projets où seuls, finalement, nous avons moins de chances de réussir qu'ensemble. Voilà, c'était ma phrase de conclusion. Je vous remercie pour votre attention. Merci Julien. Et donc pour compléter la présentation de Julien, on avait envie de faire un petit focus sur les thématiques en lien avec l'IA et la data, puisque c'est le sujet de la conférence. Donc du coup, on a, dans ce travail de préparatif pendant les 2 années de création d'Hunter, on a réfléchi avec un certain nombre d'acteurs aux tendances, en fait, à qu'est-ce que ça signifiait, qu'est-ce qui était derrière le numérique responsable, et notamment sur ce sujet IA et algorithmes et IA. Alors, vous avez vu, dans les groupes, il y a aussi l'aspect infrastructure, réseau et data center. Donc là, on n'est pas dans ce volet-là, on est vraiment sur la partie algorithmie. Et donc, on s'est dit que nous, dans les tendances qui émergeaient, il y avait toute une partie sur la sobriété des données, donc toute la tendance autour de la minimisation des données, donc de collecter que la donnée strictement nécessaire à une tâche spécifique, donc réfléchir à des standardisations autour de ces sujets. Toute la partie optimisation algorithmique, de fournir finalement les mêmes résultats, un algorithme fournit les mêmes résultats mais consomme moins d'énergie. Pour faire tout ça, ça veut dire qu'il faut aussi mettre en place des standards de mesure de la performance algorithmique, standards qui sont pour l'instant en élaboration avec différentes initiatives, et donc si Hunter peut être à la manœuvre sur ce sujet, c'est intéressant. Et ensuite, il y a un certain nombre de thèmes autour de l'efficacité énergétique et de l'utilisation des technologies d'IA pour allouer mieux dynamiquement des algorithmes sur des serveurs ou de faire de la réallocation dynamique, du codage orienté sobriété. Donc ça, tout à l'heure, tu parlais de l'axe éducatif, et donc il y a des évolutions d'enseignement à opérer également. Et puis les 2 tendances qui sont un peu plus récentes et qui font que on nous contacte aussi, c'est sur la partie souveraineté, c'est qu'est-ce que c'est l'hébergement souverain, quels sont les labels, qu'est-ce qui se cache derrière ces labels, est-ce qu'il y a aussi les normes, comment vont évoluer les choses, etc. Donc il y a un certain nombre de questionnements de la part des TPE, des grands groupes, sur ces sujets, et en lien avec les aspects réglementaires. Donc ça fait beaucoup de choses, mais qui seront finalement dans la feuille de route des prochaines années.
on a choisi d'en sortir 2 pour commencer à travailler. Donc je vais laisser Pierre-Étienne présenter un petit peu ces 2 sujets. Merci Antoine. Donc on a sorti 2 premiers sujets là qu'on a soumis au conseil d'administration d'Hunter. Dans ces 2 sujets, en fait, on peut voir que la frontière entre les 2 sujets peut être un petit peu floue, mais ça nous permet quand même d'éclairer avec 2 angles différents la même pièce, en fait. D'un côté, l'optimisation des algorithmes, avec 2 grandes étapes. Une étape d'état des lieux. Alors ça va pas forcément être le plus simple parce que vous le savez comme moi, tout évolue très vite en ce moment. Donc l'état des lieux, on le sort et puis il est caduque le jour où on l'a sorti. Donc il y aura probablement cette problématique de dynamique, mais aussi cet enjeu d'intelligence collective autour de l'état des lieux. Et puis une étape 2, on a imaginé quelques livrables, dont un guide pratique pour le développement, hein, plutôt au niveau du build. Une cartographie, alors encore une fois, sans doute très évolutive, en développement continu des algorithmes existants. Et enfin, un benchmark de cas d'usage concret. Alors c'est vrai que autour de l'algorithmie, de l'IA, du traitement des données, il y a beaucoup d'ambition, beaucoup d'enjeux, beaucoup d'imagination aussi. On souhaiterait en fait être capable d'ancrer ça dans des cas concrets, les vôtres peut-être, et pour pouvoir rendre ça plus saisissable en fait, non seulement par les acteurs économiques, mais aussi pour nous permettre de déclencher les bonnes actions de formation. Et puis deuxième volet sur la mesure de la performance algorithmique. Voilà, il y a vraiment un champ énorme en fait, et ce deuxième versant-là est sans doute très ambitieux. Et donc de la même mesure, on va essayer de faire un état des lieux. Là, en fait, on va surtout travailler sur un cadre méthodologique, puisque personne ne sait à quoi ressemblera l'avenir. En tout cas, j'aurais pu dire dans 2 ans, mais même dans 6 mois. Donc, l'importance sera donnée plutôt à la méthodologie. On le dit pas suffisamment souvent, mais le ML, par exemple, c'est une science expérimentale. Voilà. Et même si elle s'appuie sur des maths, il y a une composante très importante du protocole dans l'évaluation des modèles, notamment ML, mais des algorithmes en règle générale. Voilà, et on aimerait bien être capable d'établir un premier référentiel, un label, voilà, algo-responsable. Alors sans doute sur ces groupes de travail là, vous aurez peut-être envie de nous rejoindre parce qu'on pourra construire ça. Je l'ai dit, c'est très ambitieux. Hein. On pourra construire ça que si c'est ancré aussi dans vos cas d'usage. Et donc, sur ce groupe de travail, on sera très content de vous accueillir et d'accueillir tous les participants de l'association. Voilà, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis vous pouvez aussi en parler sur le stand d'Hunter. On va enchaîner du coup parce qu'on je ne sais pas comment on est sur le timing, mais on va rapidement juste vous donner quelques événements donc qui ont eu lieu le mi-janvier. Donc on a fait un webinaire avec l'AFNOR donc vous pouvez retrouver tout ça en replay sur le site du pôle Hunter. Il y a eu l'événement Neotech for Green, un événement Decode Project aussi avec BPI France. Donc on voit qu'il y a, vous voyez des beaux noms, hein, AFNOR, BPI, etc. On voit que ce sujet du numérique responsable, il attire aussi un certain nombre de partenaires qui sont très intéressés pour collaborer avec le pôle. On a un certain nombre d'événements qui sont à venir. Tout l'agenda des événements, vous le retrouvez sur le site du pôle Hunter. On aura également une prochaine édition de la conférence Pricing Algorithms qu'on a déjà tenue pendant 2 sessions. Et puis, on tenait à mettre en avant aussi la sortie demain donc du livre blanc qui a été conçu et écrit par les équipes de Telio. Donc le livre blanc qui s'appelle La part de la data. Alors c'est pas un livre blanc de 3 pages. Hein. Je vous annonce tout de suite, il y a du contenu, il y a vraiment un travail. Donc j'en profite pour féliciter les équipes de Telio qui sont présentes ici.
Il me semble que le livre blanc est disponible en bas sur le stand de Telio, donc je vous invite à regarder. C'est hyper intéressant, des définitions, parce que finalement le numérique responsable c'est pas évident non plus à comprendre, et donc ça sera disponible demain en téléchargement, c'est ça? Il est déjà en ligne, voilà. Donc merci aux équipes de Telio. Donc un petit QR code si vous voulez rejoindre la dynamique du pôle Hunter, et sans plus tarder, je vais donner la parole à la suite de nos intervenants. Donc, comme vous le savez, Dataquitaine, c'est un événement qui est co-organisé donc avec l'Université de Bordeaux, et donc on tenait à inviter aussi le vice-président innovation Étienne Duguet pour qu'il nous dise un petit mot sur notre partenariat depuis 8 ans maintenant. Merci Antoine, bonjour à tous. Je suis très heureux d'être là à nouveau. Je crois que j'étais là l'année dernière aussi, on n'était pas dans ce bâtiment. Donc tout à l'heure, Julien parlait des forces académiques qui faisaient partie du pôle Hunter et qu'on a fortement soutenu pour sa création. Donc voilà, je suis très heureux de représenter ces forces académiques. On va parler d'Université de Bordeaux, mais c'est toujours l'université au sens étendu, c'est-à-dire avec tous les autres partenaires académiques du campus, à savoir les organismes nationaux de recherche, les écoles d'ingénieurs, etc. Donc, j'appuie là, je suppose. Non, il n'y a pas de diapo. D'accord, c'est pas grave. Juste, alors non, c'est pas. Je vais improviser. Alors il y avait 3 diapos qui me semble qu'on avait partagées, mais c'est pas grave. La première, c'était c'est réaffirmer que les sciences du numérique et l'IA en particulier, les sciences des data sont vraiment font partie de l'ADN de la recherche et de l'innovation à l'Université de Bordeaux. On est en cours de formalisation d'une feuille de route stratégique autour de ces questions numériques et IA, et en particulier piloté par notre vice-président numérique et notre vice-présidente recherche. Donc on est vraiment dans cette dynamique. Du côté de l'innovation, nous sommes pôle universitaire d'innovation depuis l'année dernière, avec un plan d'action ambitieux et des indicateurs avec des cibles qui consistent à multiplier par 2 les relations avec les entreprises, d'ici 2030 à créer 2 fois plus de start-up deep tech dans tous les secteurs, mais bien évidemment aussi dans le secteur du numérique. Donc on a ces ambitions, et on a d'ailleurs choisi dans notre développement de plan d'action la filière numérique comme filière pilote, l'une des 4 filières pilotes sur lesquelles nous travaillons, en particulier donc avec les acteurs donc Hunter et puis le CATI en particulier. En ce qui concerne la recherche, de façon un peu plus précisément, donc là je ne les ai plus toutes en tête, mais il y a un certain nombre de chaires, un certain nombre de PEPR dans lesquels nous sommes impliqués. Nous avons aussi en ce moment en interne à l'Université de Bordeaux, donc je ne veux pas non plus, désolé si je m'adresse principalement à mes collaborateurs ici, un appel à projet qui s'appelle Recherche interdisciplinaire exploratoire, sur lequel on a spécialement focalisé sur l'IA cette année. Ça ne veut pas dire que, disons, tous les projets sur l'IA seront les bienvenus. Et comme c'est un appel interdisciplinaire, c'est plutôt IA plus X, c'est-à-dire IA appliquée dans une autre science ou dans un autre domaine. Voilà. Et puis la dernière chose que je voulais dire, c'était du point de vue de la formation. Donc là, du point de vue de la formation, voilà, on ne crée pas des nouvelles formations tous les ans, mais on a aujourd'hui un triptyque qui est assez intéressant autour de l'IA, entre un diplôme d'université qui est à l'IUT, un CMA, donc compétences et métiers d'avenir, un programme CMA autour de l'IA, et puis un graduate school, c'est-à-dire la transition master-doctorat qui est autour du numérique. Et dans ce triptyque, voilà, on essaie de développer et de former le maximum de personnes. Et dans les actualités, il y a justement, à mon souvenir, et je crois que c'est la communauté de doctorants autour de l'IA qui a spontanément proposé d'organiser une journée de rencontre qui a eu lieu l'été dernier. Voilà, ça veut dire qu'il y a une vraie dynamique, y compris dans des actions. Voilà,
en général, quand un vice-président vient parler, c'est pour signaler des actions qui sont plutôt top-down, et c'est juste pour vous dire qu'on est très heureux aussi qu'il y ait des activités bottom-up qui sont tout aussi intéressantes. Voilà. Merci. Merci Étienne, et désolé pour ce petit couac. Et donc je tiens aussi à préciser que dans le jury, il y avait pratiquement de la moitié de personnes qui venaient de l'Université de Bordeaux. Donc merci. Je vais donner la parole donc à Céline pour nous présenter l'ADI. Merci Antoine. Oui, je passerai. Normalement, je vérifie quand même. Oui, il y en a une. Donc, ADI Nouvelle-Aquitaine, nous sommes l'agence régionale de développement et d'innovation, donc une agence au service de la région pour le leitmotiv, c'est mettre l'innovation au service des transitions auprès de l'ensemble de l'écosystème économique régional. Donc, on va couvrir un large spectre d'activités, de thématiques, de filières. Rapidement, là, je vais vous donner juste 3 focus sur les actions qu'on peut porter dans le domaine IA Data. Le premier qui est une cartographie que vous connaissez peut-être, qui cartographie les acteurs en Nouvelle-Aquitaine dans le domaine de l'IA et de la data. Donc tout de suite, si vous allez vérifier, c'est sur du déclaratif, donc c'est pas exhaustif. L'idée, c'est de donner en tout cas une image d'un certain nombre d'acteurs, comme on le voit. Alors c'est un peu petit, mais on n'est pas loin de 230 acteurs référencés, qui sont des acteurs régionaux, à la fois dans le champ de la recherche, de la formation, des acteurs aussi privés. Et dans cette catégorie, on recense alors principalement des entreprises régionales, soit qu'on caractérise par les cibles qu'elles adressent, notamment les secteurs, mais aussi plutôt des services orientés sur du conseil, de l'intégration, de l'accompagnement au déploiement de l'IA, ou des entreprises qui vont développer, commercialiser des produits ou des services qui intègrent fortement l'intelligence artificielle. Donc si vous êtes dans une de ces catégories, qu'en allant sur la cartographie accessible sur le site d'ADI, mais également reprise sur le site d'Inter, d'un certain nombre de partenaires, vous ne vous y retrouvez pas. Il y a un petit bouton qui vous permet de demander à être soit référencé, soit modifier aussi les informations qui sont là. Donc ça donne en tout cas une température de l'écosystème régional sur le sujet. Deuxième action qu'on mène, et qu'on mène d'ailleurs en partenariat avec Enter, et tout à l'heure Antoine évoquait le sujet de l'IA au service de l'efficacité énergétique. C'est un programme qu'on a lancé qui s'appelle Data for Energy, qui visait à un moment à faire se rencontrer tout cet écosystème numérique data et un autre écosystème qu'on adresse d'assez près, qui est l'écosystème régional des acteurs de l'énergie, où par un cycle d'événements, on essaie par du REX, par du partage d'expériences, d'illustrer le potentiel de la data au service des métiers de l'énergie. Donc on a fait un événement spécifique sur la production d'énergie, un autre sur la distribution d'énergie, sur comment la data peut aider ces grands acteurs dans l'optimisation des réseaux. Donc on mène ce programme avec des partenaires, j'en ai vu plusieurs, le Pôle S22, Alpha RLH, Technalia. Donc si ces sujets vous intéressent, et on lance là aussi une nouvelle démarche un peu plus prospective, qui est vraiment la data au service de la transition énergétique, où on va adresser les acteurs de l'énergie sur des sujets de partage de données, de comment outiller au mieux même les politiques publiques sur les sujets de transition énergétique. Donc j'en dis pas plus, l'idée c'est vraiment, si ça vous intéresse, de revenir vers moi. Et la troisième action, c'est un programme européen qui fédère 13 partenaires régionaux, alors qu'ils soient sur les champs de la formation, des centres techno, des pôles et clusters, et qui a pour mission de mettre à disposition les technologies avancées à base d'IA du secteur industriel régional. Donc on est vraiment sur une cible très manufacturing, et donc on délivre des services avec un financement régional et un financement européen. On délivre des services aux principalement PME, industrielles, régionales, pour déployer ces technologies dans leur chaîne de production, avec des services qui vont de la formation du diagnostic et à l'établissement de POC. Donc on va être sur des aspects assez techno. Et encore une fois, si ce projet vous intéresse, ADI le coordonne, mais 13 autres partenaires régionaux sont dans la boucle, et on peut être la porte d'entrée si vous êtes intéressé. Voilà, j'ai fait vite, l'idée était juste de vous donner un panorama, et puis n'hésitez pas, mes coordonnées sont accessibles sur le site d'ADI ou en passant par Enter. Merci beaucoup Céline.
Et donc, comme je vous le disais au préalable, donc Hunter, c'est une dimension régionale, et donc on tient aussi à mettre en avant les dynamiques dans les autres capitales de la région. Et donc, Astrid représente, donc est vice-présidente de l'association IAPO, qui organise chaque année la conférence, qui est plus qu'une conférence même. Je te laisse en dire un mot. Merci beaucoup. Merci de me donner ce temps de parole pour présenter l'association IAPO. Donc, comme son nom l'indique, la vocation de l'association, c'est un petit peu la même chose que le pôle Hunter, c'est-à-dire créer une communauté autour de l'IA, mais cette fois en Béarn. Nous avons aussi 3 grandes ambitions. La première, c'est de permettre le développement de l'IA auprès des entreprises. Ensuite, c'est de vulgariser l'IA auprès d'un large public de non-experts. Et on a une 3e ambition qui nous tient à cœur, c'est de sensibiliser à une IA éco-responsable. Donc ça, c'est plutôt à destination des plus jeunes. Donc pour ça, on va avoir plusieurs événements. Hop, c'était bon. Donc, on organise des hackathons. Donc, les hackathons sous différentes formes, on en a plusieurs. Le but, c'est de réunir des étudiants et des entreprises autour d'un cas d'application. Et au cours de ces hackathons, on dispense des formations, notamment sur comment fournir une solution qui va être sobre, en tout cas la plus sobre possible, pour les étudiants. Après, on a différentes conférences tout au long de l'année. Alors, ça peut être du meet-up vraiment qui se destine à des experts, comme la semaine prochaine, on aura un meet-up sur les réservoirs. Où là, vraiment, le public est très, très ciblé. Et on a des meet-up beaucoup plus larges sur des questions peut-être plus de société ou des questions, des méthodes d'IA plus globales, avec un public qui avoisine les 50-80 personnes. Et enfin, des moments plus friendly, des after-work où on se retrouve pour discuter entre passionnés d'IA. Et le point clé de notre année, c'est notre Big Festival, tous les ans, au mois de décembre, une journée entière consacrée à l'IA, plutôt à destination des professionnels, avec le matin des ateliers, et l'après-midi, des conférences, des tables rondes et surtout des retours d'expérience. Retour d'expérience, c'est important pour que les professionnels du territoire puissent se projeter dans une utilisation de l'IA dans leur entreprise. Et ponctuellement, on intervient auprès de diverses communautés comme des collégiens, des médiathèques. Voilà. Quelques chiffres. Juste pour vous dire que nos hackathons touchent beaucoup d'étudiants. Actuellement, nous en avons un qui est en cours, une data battle qui va durer tout le mois de mars, qui rassemble une trentaine d'équipes avec une dizaine d'universités ou d'écoles d'ingénieurs. Et nous distribuons des prix suite à ces hackathons, puisque une équipe peut gagner jusqu'à 3 000 €, ce qui plaît bien aux étudiants. Voilà, et on peut, lors de nos événements, comme aujourd'hui, on peut nous suivre soit en présentiel, soit en distanciel. Tout se trouve en replay sur notre site internet. Alors, juste un petit mot sur Verdinum. Donc, Verdinum, c'est un projet, un CMA, France 2030. Nous faisons partie de ce projet, c'est Prof en Poche qui le porte, et les autres partenaires, c'est l'Université de Pau, CYTech et puis bien d'autres. Et l'objectif, c'est la sobriété numérique. Et donc l'association intervient dans ce projet par rapport à une utilisation éco-responsable de l'IA. Donc je vous remercie pour votre attention. Et puis si vous êtes une entreprise et que vous avez des sujets à proposer au hackathon, vous êtes les bienvenus. Si vous voulez nous suivre ou adhérer à l'association, vous pouvez vous renseigner sur notre site ou venir m'en parler à la sortie de l'amphi. Merci. Merci Astrid. Et Astrid faisait partie également du jury de la conférence. Merci pour... Alors du coup, on a parlé
des différents partenaires et on termine également avec AI for Industry. Donc AI for Industry, il y aura une session tout à l'heure. Cyril, tu vas nous en parler, tu vas nous en dire deux mots. Ça fait plusieurs années déjà qu'on est partenaire de la journée workshop à l'ENSERB. Merci. Bonjour à tous. Donc Cyril Sassanda, moi j'étais vice-président du jury des AI for Industry sur l'édition 2025 et donc à ce titre je vais vous parler un petit peu du partenariat entre Data Aquitaine et AI for Industry. Donc ce qu'il faut savoir déjà sur AI for Industry, donc c'est un événement qui a lieu chaque année depuis 2020 qui réunit à peu près 350 étudiants, doctorants et professeurs de 8 universités, écoles d'ingénieurs, dont l'ENSERB Matmeka à Bordeaux. Et donc pendant 5 jours, donc tout ce petit monde va hacker entre guillemets des use cases industriels avec de l'IA. Donc cette année sur l'édition 2025, il y avait à peu près 17 use cases qui ont été proposés et donc traités dans le cadre de cet événement. Donc ouais, juste un petit mot sur le partenariat entre AI for Industry et Data Aquitaine. Donc c'est qui existe depuis 2021 maintenant. Donc en fait à chaque fois c'est une communication commune et surtout le lauréat en fait de l'édition de AI for Industry qui reçoit le prix Data Aquitaine. Donc cette année on a Cog Engine qui est le use case qui a été lauréat et donc qui reçoit le prix Data Aquitaine 2025 et qui va venir pitcher en fait à 18h05 sur l'Amphi 1. Donc je vous invite à venir. Donc le use case et donc c'est un sujet sur l'extraction d'images de tubes d'échantillons en vrac dans l'industrie pharmaceutique. Et donc pour finir, juste une petite un peu de pub entre guillemets pour l'édition 2026 et je vous invite à aller voir Denis Lapoire sur son stand qui est juste dans l'entrée. Donc vous avez jusqu'au 25 juin 2025 si vous êtes une entreprise et que vous voulez déposer un use case justement pour qu'il soit hacké entre guillemets par ses étudiants et ses professeurs. Et donc n'hésitez pas si vous voulez plus d'informations, allez sur le stand de Denis Lapoire juste après. Merci. Merci Cyril.